Bonsoir à toutes et à tous. Une vague de perquisitions et d'arrestations sans précédent la semaine dernière a touché les militants qui s'opposent au centre d'enfouissement de déchets nucléaires, CIGEO, à Bure, dans la Meuse. Alors, on a noté 14 perquisitions, 10 personnes placées en garde à vue, 5 personnes encore aujourd'hui mises en examen. Et parmi les personnes placées en garde à vue et perquisitionnées, l'avocat du mouvement, Étienne Ambroselli. Ce cas a suscité la réaction immédiate de la profession d'avocat et de nombreux acteurs et actrices des questions de justice, car c'est un fait rare. Nous le recevons ce soir à Mediapart. Étienne Ambroselli, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir à Mediapart. On a hâte de vous entendre sur le récit de ce qui s'est passé et surtout une analyse de ce que ça peut signifier par rapport à l'histoire et la situation du mouvement d'opposition à ce centre d'enfouissement de déchets nucléaires. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir deux autres personnes. Élodie Tuaillon-Ibon, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue également. Alors, vous êtes avocate. Vous êtes membre du syndicat des avocats de France, le SAF, ainsi qu'Étienne Ambroselli d'ailleurs, et vous faites également partie du collectif, du groupe d'avocates et d'avocats qui défendent à certains moments les militants de Bure. Et enfin, Vanessa Codaccioni, bonsoir. Merci beaucoup d'être venue. Alors vous êtes maîtresse de conférence à Paris 8 en sciences politiques et vous allez nous apporter un éclairage historique tout à fait intéressant pour comprendre ce qui s'est passé depuis la semaine dernière à Bure. Alors, Étienne Ambroselli, j'aimerais commencer par vous. Mercredi dernier, matin, plutôt tôt, j'imagine, dans la matinée, vous avez vu arriver chez vous des policiers qui vous ont signifié une perquisition et une mise en garde à vue. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous, avocat, notamment des militants de Bure, mais pas seulement, vous êtes un avocat qui défend plein de questions liées à l'environnement, on va y revenir, mais vous avez vu arriver ces policiers, pourquoi est-ce qu'ils vous ont placé en garde à vue? En garde à vue, on dit, on se répète, je n'ai rien à déclarer. Donc, je pourrais vous dire ça, mais je suis venu quand même pour... parce que l'objectif, justement, c'est de nous museler. Donc, je me suis dit qu'il fallait quand même que je contrecarre cet objectif-là. Sachant que, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis, peut-être... qui vont m'entendre, mais pas que. Voilà. Donc, je ne peux pas, ce soir, évidemment... donc je m'estime presque en garde à vue, pour ainsi dire. Donc je vais déclarer des choses, mais de telle façon... Elles ne seront pas retenues contre vous. Malheureusement, aujourd'hui, tout pourrait être susceptible de devenir cauchemardesque. Voilà. Donc effectivement, c'est devenu assez cauchemardesque. Et effectivement, j'ai à 6h55, ils sont venus chez moi pour... vous avez parlé de deux policiers et gendarmes, en fait, le psych de cette partie de l'Est de la France, mais également, surtout, le président, là, il était en qualité de juge d'instruction, mais le président du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, devant lequel j'ai régulièrement plaidé. Voilà. Donc, en tant qu'avocat des militants. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez presque de l'autre côté. Même clairement. Ouais. Là, c'est tout à fait évident, mais pas seulement à la barre, mais chez moi. Chez vous. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ça? Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement pourquoi, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans la presse, et donc je pense que là, il n'y a pas de mystère. C'est qu'on me reproche d'avoir participé à une manifestation antinucléaire le 15 août 2017. Donc ça, c'est déjà très grave pour un avocat, dans l'esprit de certains, de ne pas se borner à rester dans son bureau plus ou moins haussmannien, ce qui n'est pas mon cas, mais à descendre dans l'espace public pour affirmer effectivement son opposition à un projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure. Bon, il se trouve que dans cette manifestation, il y a beaucoup d'anti-nucléaires, et on me reproche une association de malfaiteurs organisant une manifestation qui a mal tourné. Voilà.
Alors ça, tout le monde sait que le 15 août, voilà. Moi, je peux dire peut-être plus facilement que, effectivement, ces perquisitions et arrestations qui ont eu lieu la semaine dernière font suite à l'ouverture d'une instruction par un juge d'instruction à Bar-le-Duc pour association de malfaiteurs et qui vise donc des militants de Bure à la suite de 3 éléments, enfin au moins 3 éléments, ce sont ceux que le parquet a communiqués aux médias, l'organisation d'une manifestation non déclarée en août 2017, donc celle à laquelle vous faisiez référence, si je comprends bien, une action qui avait porté atteinte à des grilles d'un bâtiment de l'Agence nationale des déchets radioactifs, l'ANDRA, donc qui est l'agence qui est en charge de développer et d'exploiter le futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, qui est simplement à l'état de projet, et enfin départ d'incendie qui, à un autre moment, donc c'est pour ça que c'est assez complexe, en août 2017, s'est produit contre un bâtiment de cette agence. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, judiciaire, juridique, dans le cadre. Une instruction est ouverte et on se rend compte que plus d'1 an plus tard, voilà, les arrestations et perquisitions de la semaine dernière. Alors, cette perquisition, elle a quand même choqué beaucoup d'avocats. Est-ce que, Étienne Ambroselli, vous pourriez expliquer en quoi est-ce que perquisitionner un avocat, et en l'occurrence vous, pose problème? Je pense qu'en venant chez moi, il pensait que j'étais clivé en 2 et qu'il y avait mon bureau et puis mon appartement. Voilà. Et qu'en venant chez moi, il venait chez Étienne Ambroselli, militant de Bure. Dans leur idée. Dans leur idée, c'est-à-dire qu'ils veulent dissocier absolument mon statut d'avocat, et ce qu'il est convenu d'être quand on est avocat. Je ne sais pas, il faudrait qu'on en discute, parce que là, franchement, effectivement, je ne comprends plus ce qu'ils entendent par avocat, et puis militant par ailleurs. Et en fait, chez moi, c'est aussi mon cabinet, parce que, bon, aujourd'hui, on ne va pas expliquer le mode de fonctionnement d'un avocat, mais en tout cas, chez moi, c'est aussi mon cabinet. Voilà, et vous travaillez beaucoup. Et que tous mes dossiers sont chez moi pour des raisons pratiques que je n'expliquerai pas ici, et puis surtout, tout mon matériel informatique est chez moi. Donc, en saisissant tout mon matériel informatique, parce qu'ils n'ont pris que le matériel informatique, je ne pouvais plus exercer mon métier d'avocat. Voilà. Donc, et ce n'était pas seulement lié à cette affaire de manifestation du 15 août. Là, c'était toute mon activité depuis des années sur Bure, sur Europa City, sur ce que vous voulez. Sur tous les autres dossiers. Sur tous les autres dossiers que je traite par ailleurs. Y compris ceux pas du tout concernés par l'instruction, se trouvent dans les ordinateurs qui ont été saisis par la police. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que lundi dernier, le juge des libertés de Bar-le-Duc a finalement ordonné la restitution de votre matériel, a interdit au juge d'instruction de faire référence à ces pièces dans l'instruction, donc vous a donné raison, on peut dire. Et je remercie de ce point de vue-là tout le soutien de confrères, parfois que je ne sais pas d'ailleurs, qui sont venus défendre à la fois donc, le droit d'exercer son métier, évidemment, mais plus largement et plus précisément la confidentialité de tous les échanges que j'ai avec les personnes que je défends. Et pas que je défends seulement devant un tribunal, mais que je conseille. Voilà. Donc c'est extrêmement large. Toute la correspondance était à la fois dans mon portable, dans mon ordinateur portable, dans mes disques durs. Et donc, en venant chercher tout mon matériel, il rentrait dans finalement le cœur de ce qui doit impérativement être protégé, c'est-à-dire la confidentialité des échanges avec ceux que l'on défend et qu'on soutient. Et puis après, il y a effectivement le droit au recours, le droit à défense. Si on interdit à un avocat d'exercer, effectivement, on ne peut plus faire certains recours que je dois faire, par exemple, précisément, d'ailleurs ça tombait, je vais le faire quand même, là c'est bon, je suis en opération, je suis opérationnel. Et il se trouvait que je devais faire une citation directe contre justement le directeur de l'ANDRA, M. Abadi, l'ANDRA elle-même, peut-être l'ancien préfet, et puis pour toutes les infractions qui ont été commises par l'État lui-même, l'État nucléaire lui-même, dans la Meuse, à Bure, dans le Bois-le-Jus, en défrichant 10 hectares sans autorisation, en construisant un mur en béton de plus d'1 kilomètre sans aucune autorisation, en faisant des forages sans aucune autorisation, en détruisant des habitats d'espèces protégées sans autorisation, enfin une succession d'infractions ahurissantes qui ont fait l'objet d'enquêtes préliminaires, évidemment, qui ont été plus ou moins classées sans suite ou avec des transactions totalement opaques et qui nécessitent, en plus, au regard des circonstances, que cette course à l'état de droit, ce rétablissement de l'état de droit en Meuse soit renversé, parce qu'en fait, on est face à un État qui, ne serait-ce que par cette perquisition, viole l'état de droit dans ses principes les plus fondamentaux. Donc, Alors,
Élodie Tuaillon-Hibon, est-ce que, en tant qu'avocate, en tant que membre du SAF, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui... Est-ce que ça vous choque, vous, que votre confrère Étienne Ambroselli se soit retrouvé perquisitionné et mis en garde à vue? Et pourquoi? Je voudrais d'abord réaffirmer, en notre nom à tous et à toutes, je crois, notre soutien total à Étienne. Et dire ici la stupéfaction, le choc que nous avons ressenti lorsque nous avons appris que non seulement Étienne était placé en garde à vue, ça peut arriver, le fait d'être avocat n'exclut pas de pouvoir être placé en garde à vue. On est un justiciable comme un autre, même si on est avocat, pas tout à fait comme un autre, mais ça on y reviendra peut-être, et ça moi je revendique, mais je sais qu'on est... nous ne sommes pas tous sur cette ligne-là, mais moi je revendique un petit peu de manière corporatiste une espèce, non pas d'impunité, mais un statut qui permette à la défense de se défendre. D'accord ? Mais c'est un autre sujet. Okay. Donc quand nous avons appris ça, surtout la perquisition et la saisie de ce qui constitue le cœur de son métier. Enfin, il faudrait être complètement ignorant des réalités de l'exercice de la profession aujourd'hui pour ne pas comprendre que lorsque l'on saisit un ordinateur portable ou un disque dur, on porte une atteinte immédiate et extrêmement grave à l'exercice d'une profession qui est quand même réglementée et statutairement protégée, quoi. Parce qu'on empêche l'avocat de travailler, c'est ça. Concrètement, il ne peut pas défendre, en gros, Non, mais non seulement vous l'empêchez de travailler, mais encore, si notre confrère Nuret, qui était le délégué du bâtonnier, qui a assisté Étienne également dans cette procédure devant le JLD... Le juge des libertés. Voilà, Nuret, à qui on doit beaucoup pour sauvegarder la confidentialité dans ces procédures-là, qui fait beaucoup depuis des années, je lui rends hommage ici également. Si on n'avait pas réussi à obtenir la restitution des scellés, etc., je veux dire, le risque était immense que finalement quiconque puisse se pencher sur la vie professionnelle, je veux dire, de Maître Ambroselli, de son cabinet, de ses clients, etc. Mais encore, n'oublions pas que dans des dossiers d'information judiciaire, il y a des parties civiles, que des pièces tombent entre les mains de l'Andra, je veux dire, contre Andra, contre laquelle Maître Ambroselli, en tant que conseil d'intérêts comme des habitants des communes concernées, etc., se bat depuis longtemps sur tous les plans. C'eût été absolument gravissime. Gravissime. Alors, Vanessa Codaccioni, est-ce que c'est nouveau de perquisitionner, d'arrêter un avocat au nom de son supposé engagement militant? Alors, c'est rare, hein, c'est choquant, mais c'est pas nouveau. Et il y a une histoire de la répression des avocats. Je pense que c'est une histoire qui reste à écrire, d'ailleurs. Mais des avocats militants en France et ailleurs, il y en a toujours eu, en particulier à partir des années 30. Et il y a toujours eu des formes de répression contre les avocats, et notamment les avocats défenseurs de cause ou défenseurs d'activistes. Je prends un exemple qui est extrême, sur lequel j'ai travaillé, et qui est la répression des avocats militants pendant la guerre d'Algérie, qui est vraiment un cas extrêmement grave. En plus, on est en contexte de guerre, qui permet de voir typiquement les formes de répression qui peuvent s'exercer contre des avocats militants. Vous avez une répression directe, physique, violente. Certains avocats algériens, par exemple, ont été tués, notamment par les services secrets, les services de renseignement français. Éliminés, quoi. Éliminés. Simplement. Éliminés dans le cadre de l'opération Homo. J'avais lu quelque part que Jacques Vergès était, par ailleurs, sur des listes de la sorte. Et dans les archives, j'avais trouvé des documents militaires indiquant que Jacques Vergès était vraiment un ennemi intérieur, avec une liste d'infractions du code pénal sous lesquelles il pourrait être condamné. Donc vous avez alors qu'il était avocat du FLN, des militants du FLN. Tout à fait, mais il avait la particularité d'être à la tête du collectif d'avocats FLN, ce qui le mettait en position d'ennemi intérieur quasiment numéro 1 auprès des autorités. Donc l'élimination physique. Vous aviez aussi des avocats qui étaient internés pendant la guerre d'Algérie. Des avocats algériens, mais aussi des avocats français,
métropolitain. Je prends l'exemple le plus connu peut-être, c'est l'avocat Gisèle Halimi, qu'on connaît nous pour sa défense de la cause des femmes, qui a beaucoup fait pour la cause des femmes, et qui était une grande avocate anticolonialiste, qui est partie plaider en Algérie. Elle a défendu des indépendantistes algériens condamnés à mort, et notamment un cas de viol de l'armée française contre Jamila Boupacha. Gisèle Halimi a été internée pendant 3 semaines avec un autre avocat. Pour la mettre de côté. Pour la mettre de côté. Pour la désactiver, enfin je sais pas Ça, comment c'est dire, le neutraliser. aussi. Ouais. Pour la faire, intimidation. tout à fait. Ouais. Ça, c'est la répression physique, dure, violente, visible, on pourrait dire. Il y a encore que c'était tout à fait invisibilisé. Mais il y a d'autres formes de répression qui vont toucher précisément à l'exercice du métier et au lien entre avocat et client. Par exemple, expulser les avocats du territoire ou les interdire de séjour, leur donner des autorisations de séjour limitées ou ne pas leur donner accès au dossier. Et là, moi, j'ai rencontré une trentaine d'avocats qui sont partis défendre en Algérie qui me racontaient comment, en fait, ils ne pouvaient pas défendre leurs clients. Donc, il y a une tradition comme ça de répression directe ou indirecte et qu'on retrouve sous d'autres formes. Par exemple, quand on regarde la Cour de sûreté de l'État, qui est une juridiction d'exception qui a duré de 63 à 81 en France, si on regarde la législation qui crée la Cour de sûreté de l'État, il y a un petit article qui dit « Tout avocat manquant à ses fonctions de déontologie, de neutralité, peut être sanctionné ». Autrement dit, un avocat qui ferait de la politique, dans cette loi-là de 1963, peut être sanctionné. On peut regarder à l'étranger. Je lisais avant de venir un texte de Michel Foucault sur l'avocat Claus Croissant, qui était défenseur de la RAF, qui avait été... Abadère, autrement dit. Exactement, qui était venu... terroriste pour aller très vite d'extrême gauche allemand. Tout à fait, qui est venu en France, il a été arrêté, puis extradé, et puis je suis sûre que... Et Michel Foucault nous dit dans ce texte-là, faut-il extrader Claus Croissant, qu'il y a 50-60 avocats qui sont réprimés à ce moment-là pour leur défense d'activistes de la RAF, en Allemagne. Je suis sûre que si on regarde du côté de l'Italie, on retrouve aussi des avocats défenseurs des Brigades Rouges qui sont inquiétés par la justice. Donc il y a une tradition comme ça de répression des défenseurs de cause qui dit plusieurs choses. Premièrement, ça c'est quand même très très important, je crois, de le dire, c'est que l'État, à un moment donné, ne fait plus la distinction entre le militant et son défenseur. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation progressive, on met dans le même panier, dans le même sac, ce qui fait que l'avocat devient aussi l'ennemi intérieur, est assimilé à son client. Et puis ce que ça dit, moi je crois surtout, c'est qu'en fait, on porte atteinte à la solidarité de manière générale aux activistes. Le but de la répression, c'est évidemment de réprimer, mais aussi d'empêcher toute forme de solidarité avec des activistes. Et là, on touche une forme de répression, de solidarité particulière, qui est la solidarité juridique. Donc on touche au droit de la défense, mais on touche aussi à la solidarité juridique, celle des avocats. Alors, Étienne Ambrosini, justement, cette double casquette avocat-militant, c'est un des reproches que vous adresse le procureur de la République du TGI, du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. Il se trouve que j'ai eu au téléphone la semaine dernière dans le cadre d'un article que je préparais pour Mediapart. Et c'est ce qu'il m'a dit d'emblée quand je l'ai interrogé sur mais pourquoi est-ce que maître Étienne Ambroselli a été perquisitionné. Il m'a répondu, je vous arrête, ce n'est pas l'avocat qui est poursuivi, c'est l'homme, c'est le militant. Qu'est-ce que vous répondez à cette double casquette dont vous affuble le procureur de la République ? C'est un mystère pour moi, parce qu'en fait, je ne suis pas scindé en deux, j'ai qu'un corps, j'ai un cerveau, je pense et j'agis, mais je ne suis pas démultiplié en plusieurs personnes. Et il y a peut-être dans l'histoire de France des personnes qui se démultipliaient, un roi, enfin, avec plusieurs corps, mais bon, moi ce n'est pas mon cas. Voilà. Moi, je suis un et en même temps plusieurs. Voilà. Et c'est le mystère peut-être de chacun, mais je pense que je ne vois pas comment on va pouvoir couper en deux une partie qui... lui, il parle du blé de l'ivraie, ou je ne sais plus comment on dit. Il faut séparer le blé de l'ivraie. Mais allez-y, je vous en prie, mais je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, moi, ce que je voulais dire que, pour revenir au métier d'avocat, je pense qu'il y a, dans l'histoire de France, j'ai fait un petit apôt juste avant, il y avait déjà cette difficulté de l'indépendance du barreau par rapport au pouvoir public, à l'État, au gouvernement. Et ça s'est posé notamment au moment de la Révolution, où la dépendance des avocats était assez connue, avait préparé un petit peu la Révolution. Puis après, ça a été supprimé, cette organisation, le barreau a été supprimé pendant la Révolution, c'est assez intéressant d'ailleurs de le noter, et rétabli par Napoléon, mais qui ne le rétablit qu'en le mettant sous la coupe du procureur pour bien, et il le disait, il voulait couper la langue à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement. Voilà. Et c'est quand même intéressant, ça veut dire que le bâtonnier était sous la tutelle
du procureur qui est directement sous la tutelle en fait, du gouvernement et donc du ministère de la Justice. ouais. Et puis finalement, bon, le bâtonnat s'est affranchi de cette tutelle des pouvoirs publics en 1830. Aujourd'hui, bon, je remercie infiniment Vincent Niorey qui magnifiquement a illustré l'indépendance du barreau. Donc le représentant du bâtonnier qui vous avait accompagné. Le délégué du bâtonnier m'a accompagné au moment de la perquisition, parce que c'est obligatoire, c'est la procédure, a contesté cette perquisition et a plaidé la restitution au moment devant le juge de la liberté de la détention. Il l'a fait magnifiquement et je pense que de ce point de vue-là, on peut quand même dire que le barreau est indépendant et je l'en remercie. Et je l'en remercie parce que c'est pas seulement pour moi. C'est-à-dire que là, ce qu'il y a dans mon téléphone, dans mon ordinateur, dans mes disques durs, c'est pas moi, c'est mes clients. Et mes clients, c'est mes amis parfois. Ouais. Et c'est mes amis, c'est-à-dire ceux qui effectivement portent une pensée critique, portent plusieurs pensées critiques. Mais j'ai pas à plaider une pensée critique que non, j'honore des pensées critiques. Et c'est vrai que dans ces luttes, il y a de multiples pensées critiques et qu'il convient d'honorer, y compris devant un tribunal. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est probablement ce qu'on me reproche. Donc, je remercie infiniment Vincent Niorey. Je remercie également, il faut quand même le dire, et c'est peut-être paradoxal, mais c'est quand même vrai, Madame le juge de la liberté et de la détention. Elle a un courage fantastique. Amélie Chevrier, merci. Par sa décision de restitution. Sa décision contre son collègue. Elle a tracé une ligne rouge. Elle a tracé une ligne rouge, elle a tenu. Ouais. Et avec une décision extrêmement motivée qui porte sur l'essentiel, c'est-à-dire la confidentialité des échanges. Il n'y a pas de défense sans confidentialité des échanges. Là, c'était la boîte de Pandore, ils ouvraient, et puis à la limite, ils alimentaient le dossier de l'association de malfaiteurs en piochant pour construire une histoire élaborée par des esprits à une imagination débordante. Mais moi, je ne me peux pas. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était ça. Moi, la garde à vue, finalement, moi, je veux dire, ça s'est bien passé. Moi, ce qui m'inquiétait essentiellement, c'est que des éléments dans mon ordinateur permettent d'élaborer, ou dans mon portable, permettent d'élaborer une histoire complètement farfelue, mais qui tiendrait par des bribes, et puis qu'on échafauderait comme ça, à partir de ce qu'on m'a confié dans justement cette confiance qui est unique, et qui est celle, effectivement, de l'avocat et du militant. Puis je remercierai également Mme Buxter-Martin, qui avait également, très courageusement, et c'est quand même encore une femme, je reconnais, il faut le noter, je pense, parce que c'est pas pour rien, a mis un coup d'arrêt à l'Andra en arrêtant les travaux et ordonnant à l'Andra de remettre en état le bois qui avait été saccagé. Donc ça, c'est deux décisions phares qui ont été prises par le tribunal de Bar-le-Duc, par des femmes, et ça, je trouve que c'est important de le dire, parce que c'est vrai que hier aussi, on a eu 12 relax. 12 relax. Concernant donc des militants également de Bure, qui étaient poursuivis pour d'autres faits. Et la peine, c'est le procès. C'est-à-dire que vous faites marron, vous avez une garde à vue tragique, parce que moi j'ai une garde à vue relativement sereine, mais je sais bien ce que ça peut être qu'une garde à vue. Voilà. Et ça, vous avez pendant des mois une épée de Damoclès autour de votre tête pour notamment aussi des infractions un peu du type association de malfaiteurs, groupement en vue d'eux. Vous n'avez rien fait, mais vous êtes avec des gens qui font, donc vous avez probablement été là avec l'intention délibérée de je ne sais quoi. Donc on est dans une répression prédictive où on échafaude des choses, mais là ça tenait absolument pas, au point qu'il y avait un dossier que j'avais plaidé où le procureur lui-même renonce aux poursuites. Donc c'est kafkaïen. Vous vous retrouvez avec une préparation d'un dossier qui vous demande une énergie colossale, avec quelqu'un qui est stressé, qui ne comprend même plus ce qui lui arrive, avec quelque chose qui devient absurde, kafkaïen, et qui n'est là que pour nous épuiser, nous terroriser, nous faire taire, et avec un succès totalement mitigé, parce que ça nous galvanise, ça renforce des liens, et ça nous donne des occasions d'être ensemble, et donc d'avoir la joie d'être ensemble. Alors, Élodie Tuaillon-Hibon, parce que... plusieurs confrères qui, pour certains, ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, mais pour assurer la défense de la défense aux côtés d'Étienne et aux côtés de notre consoeur Rueff aussi, qui plaide souvent à Bar-le-Duc. S'il n'y avait pas eu cette espèce de sentiment d'acharnement, de harcèlement, je pense qu'on peut le dire, judiciaire, on reviendra, je pense, plus en détail sur ce qui fait le système. C'est des mots très forts, quand même. Que acharnement, on y reviendra, parce que je ne les emploie pas du tout par hasard. Mais je voudrais revenir sur le sujet de l'avocat militant, de l'avocat engagé, de l'avocat politique, au sens
je dirais, non galvaudée du terme de politique, c'est-à-dire absolument en dehors de toute considération politicienne ou politicarde, on voit tous qu'il y a une tentation ou une tentative, je ne sais pas, ces dernières années, de prétendre interdire à l'avocat d'avoir une position politique au milieu des institutions, quoi. Je veux dire, quelque part, nous faisons part des institutions, on ne peut pas dire le contraire. Il y a une volonté de nous interdire, de nous engager, je dirais, et ce n'est pas méprisant de ma part, mais il y a une volonté de nous fonctionnariser. Et ça, je pense que c'est arrivé un peu avec cette définition de l'avocat comme auxiliaire de justice, qui n'est pas une définition très heureuse, malheureusement, de concourir au service public de la justice. Donc d'entretenir un mythe selon lequel la justice serait un objet neutre et ne serait pas le produit, finalement, d'une lutte des classes, quoi. Parce que le sujet, il est quand même là. Une volonté de qui ? C'est une volonté endogène, si vous voulez, de l'État qui, pour se défendre de ce qui pourrait être des cellules qu'on pourrait voir comme des cellules cancéreuses, hein, c'est-à-dire nous, finalement, des avocats militants ou engagés qui mettons notre robe au service d'une lutte, d'une cause, etc., nous serions un peu des cellules cancéreuses dans ce corps d'État, dans cette formation, hein, comme disait Poulantzas, ce précipité qui vient de la lutte des classes, et on serait des empêcheurs de tourner en rond, quoi. Et ça, on voudrait aujourd'hui, finalement, nous en empêcher et nous dire non, vous êtes avocat, vous devez rester bien propre dans votre robe, vous devez avoir un beau cabinet, etc., etc. On ne peut pas vous retrouver en manifestation, ce n'est pas possible. Le droit, c'est neutre, le droit, c'est objectif, mais c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, n'importe quel étudiant en droit un peu cortiqué sait que le droit est par essence un objet politique. C'est-à-dire, donc, pourquoi nous, avocats, nous devrions rester enclos derrière un principe de neutralité ou de réserve qui n'existe pas ? Je veux dire, l'État n'a aucune réserve quand il poursuit nos clients, quand il veut s'opposer à une lutte qui le dérange, il est prêt absolument à tout. Et nous aussi, avocats, nous devons pouvoir répondre à la hauteur de ces attaques, quoi. Donc une sorte d'assignation à la neutralité, qu'il faut combattre absolument. Qui serait comme ça imposée, posée sur la profession d'avocat, mais qui me fait penser à un autre élément peut-être de la discussion qu'on peut amener à ce stade de notre échange, qui est cette notion d'association de malfaiteurs, qui est donc au cœur de l'instruction ouverte l'année dernière par un juge d'instruction contre des militants de Bure. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça peut surprendre, a priori, que des militants contre une installation nucléaire soit poursuivi au nom de l'association de malfaiteurs. Vanessa Codaccioni, comment ça peut s'expliquer ? Alors là encore, hein, je suis désolée, mais je vais prendre l'histoire. L'association de malfaiteurs, c'est vieux. C'est inscrit pour la première fois en 1810. Et la première fois où c'est vraiment institutionnalisé, c'est par les lois scélérates contre le mouvement anarchiste. Donc déjà contre des activistes. 19e siècle. 19e siècle. L'association de malfaiteurs est surutilisée pendant la guerre d'Algérie. Puis dans les années 70-80, contre des indépendantistes corses, basques, bretons, contre Action Directe. J'ai aussi retrouvé des traces de militants post-mai 68 qui avaient fait des attaques contre des banques, qui avaient été accusés d'association de malfaiteurs. Et puis ce qu'il faut surtout dire, c'est que l'association de malfaiteurs, elle renaît, elle se renforce en 1998, puisqu'elle devient, en 1996, puisqu'elle devient une infraction autonome et elle va devenir le cœur de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire qu'à partir de là, 90% du contentieux terroriste, 90% des affaires terroristes sont des associations de malfaiteurs. En lien avec une entreprise terroriste. Il y a les deux, association de malfaiteurs tout court et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Pourquoi est-ce que des militants sont inculpés ou pris dans une procédure d'association de malfaiteurs ? Parce que c'est flou, parce que c'est vague, parce que ça permet de faire des grands coups de filet, de ramasser plein de gens et après on regarde. Le but, c'est d'arrêter plein de personnes et de vérifier leur degré de dangerosité. Et ça s'est renforcé vraiment avec l'antiterrorisme actuel, qui est un antiterrorisme préventif qui vise à empêcher les passages à l'acte. Donc on en vient vraiment à une répression préventive qui repose sur la répression des idées, des mobiles et surtout la répression des appartenances. L'association de malfaiteurs, c'est ça. C'est une répression des idées et une répression des appartenances.
une entente, un groupe en vue de commettre un délit passible de plus de 5 ans de prison. Parce que donc, des idées, des appartenances, parce que quoi, c'est l'intention, c'est les discours qui sont tenus par les personnes qui leur sont reprochés. C'est comment est-ce que la police et la justice travaillent là-dessus? Alors, je ne sais pas pour les cas tout à fait actuels dont on parle ici. Oui, pas et dont on ne peut pas parler respect du secret de l'instruction. Mais de ce que j'ai pu voir, moi, dans les archives, d'autres exemples, même dans la presse, ce sont des discours, ce sont des tracts, ce sont des filatures. Les services de renseignement vont prouver des appartenances, ils sont vus avec telle personne, ils sont pris en photo. Je vous donne un exemple, qui est un exemple terroriste. En 1998, il y a un immense procès terroriste, c'est le plus gros procès antiterroriste de France, c'est le procès Chalabi. 1998. 138 personnes sont dans le même tribunal, qui est en fait un gymnase d'une prison, il faut quand même le savoir. 138 personnes inculpées d'association de malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été vus sur une photo, parce qu'on avait trouvé leur nom sur un carnet d'adresse, parce qu'on avait retrouvé chez eux un Coran. Et donc ces 138 personnes-là se retrouvent au tribunal et il y a eu plus de 60 relax, je crois, sur l'association de malfaiteurs. Mais ça permettait quoi? On a arrêté 200 personnes et après on a trié. On a envoyé au tribunal correctionnel. La plupart se sont sortis de prison. Mais ça a permis de ficher, de garder à vue, d'arrêter, d'emprisonner. L'Observatoire international des prisons a dit que dans cette affaire-là, il y avait eu plus de 40 ans de prison faits à tort. Ah ouais. C'est ça l'association de malfaiteurs. Ouais. Et il ne faut pas regarder, je reviens à ce que disait Étienne tout à l'heure sur les relax. C'est bien de regarder les peines et les sanctions judiciaires, mais en fait, il faut regarder tout ce qui est avant. Et l'association de malfaiteurs, c'est avant que ça se joue. On vous arrête, on vous perquisitionne, on fait des saisies, on vous met en détention, on vous garde à vue. Si vous avez un non-lieu, vous devez être content. Non, parce qu'il y a une répression de l'avant-procès et de l'avant-peine qui est très importante aussi. Par toutes les mesures de contrainte. Tout à fait. C'est ça qui ça peut entraîner. Les interdictions. Justement, sur le contrôle judiciaire, c'est Muriel Rief qui me disait ça tout à l'heure et elle a tout à fait raison. Une autre avocate. Une autre avocate que je remercie infiniment pour son soutien. Mais j'ai beaucoup de remerciements à faire, je ne les ferai pas tous, mais voilà. R117 du Code de procédure pénale dit que l'application du contrôle judiciaire, c'est-à-dire par exemple l'interdiction de paraître dans un territoire, qui est catastrophique. Vous êtes obligé de déménager, de quitter votre forme de vie, vos amis, les gens que vous chérissez, que vous chérissez. L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis, non plus qu'à leurs convictions politiques, ni faire échec au droit de la défense. Et ça, c'est du monnaie courante. Vous avez des contrôles judiciaires à l'appel au tribunal de Bar-le-Duc qui interdisent aux personnes de vivre là où ils vivent, avec les personnes qui vivent, pour penser comme ils ont envie de penser. Et ça, c'est totalement contraire à cet article 117. Donc, c'est pour ça que, notamment, les mises en examen et les contrôles judiciaires qui ont été fixés font l'objet d'un appel en cours. Voilà. Oui, parce qu'il y a 5 personnes aujourd'hui qui ont été mises en examen suite à ces opérations de la semaine dernière. Ces personnes sont soumises à des contrôles judiciaires avec des interdictions de territoire, avec des interdictions de communiquer entre elles. Alors, au nom de l'enquête, selon le juge d'instruction, mais très concrètement, pour la vie de ces personnes, donc certaines, on peut imaginer, avec des échanges réguliers, c'est vous vous retrouvez complètement isolés. Donc, c'est aussi des formes de coupure de liens relationnels, amicaux, affectifs, qu'on peut imaginer et qui ont ces impacts directs sur la vie des personnes, comme vous commenciez à décrire. Alors, juste un point là-dessus, ça rend les choses tellement kafkaïennes que... moi, j'ai aucune interdiction parce que je suis un témoin assisté. Je n'ai pas pu avoir ce type de mesure. Mais ceux qui sont mis en examen ont une interdiction de rentrer en relation avec moi. Elles font partie d'associations qui sont dans les recours passés ou à venir. Oui. Bah oui. Que vous défendez. Mais que je défends par ailleurs. Donc, on ne sait même plus comment élaborer. Faire, concrètement, mais bien sûr, ça porte directement atteinte au droit au recours. Voilà. Et pareil, vous avez... quelqu'un qui est en prison et que je salue, qui se reconnaîtra à Fleury-Mérogis, qui est effectivement également dans ce dossier. Je suis son client pour d'autres dossiers, d'ailleurs, qu'on n'a rien à voir avec Bure. Je suis son avocat, et lui a interdiction de rentrer en relation avec moi, donc je ne peux pas le défendre. Donc c'est une portée atteinte directement au droit de la défense. Donc ça a des mesures très concrètes dans la vie des gens. Voilà, et assez confuse, parce que finalement, j'ai le droit d'être avocat, mais j'ai quand même mon matériel, mais je ne peux pas défendre quelqu'un parce que lui, il n'a pas le droit d'être en relation avec moi. Alors, pour quelle raison? Alors que vous avez dit le contraire dans mon dossier, ça devient absurde. Voilà, donc les appels sont nécessaires, effectivement. Alors, Élodie Tuaillon-Hibon, on a évoqué tout à l'heure le contexte particulier de Bar-le-Duc. Donc, juste pour expliquer géographiquement, Bar-le-Duc, c'est la plus grosse ville, la plus proche de Bure. Et donc, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc est le lieu où se passent tous ces procès
toutes ces audiences qui concernent les militants et militantes de Bure et des environs qui militent contre ce projet de site d'enfouissement. Donc, comme vous commenciez à tous les deux à l'évoquer tout à l'heure, il y a eu beaucoup de procès ces dernières années. Mais alors, vous avez utilisé des mots assez forts tout à l'heure en parlant de harcèlement de la justice à l'encontre de ces militants. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, il y a un acharnement particulier. Et comment est-ce que vous décririez la situation ? Je crois qu'on peut dire que le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc recèle à la fois le pire et le meilleur. Le meilleur puisqu'il y a des magistrats du siège qui exercent l'indépendance qui doit être dans l'indépendance qui doit être la leur et qui nous ont prononcé donc dans des dossiers qu'on a plaidé récemment 12 très belles relax pour des motifs de procédure. Nous avions plaidé à l'époque beaucoup sur la procédure. Nous avions dit que c'était la sœur jumelle de la liberté, et c'est vrai. Non, ce qui est assez sidérant, c'est la manière dont le ministère public, le parquet, finalement procède. Et c'est pour ça que oui, à un moment, on est en droit, je crois, de parler d'acharnement, de harcèlement. Parce que quand vous avez des procédures, si vous voulez, si mal ficelées, franchement, je pense que les professeurs de procédure de l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature, de l'École de la magistrature de ce magistrat qui se reconnaîtra et que je ne citerai pas, doivent s'arracher les cheveux, quoi. C'est quoi, on se demande pourquoi poursuivre, pourquoi aller jusqu'au renvoi devant le tribunal correctionnel de procédures qui sont aussi manifestement, enfin, je veux dire, c'est presque ubuesque, quoi. Est-ce que vous pourriez donner des exemples pour qu'on comprenne en quoi... Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements ? Est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent ou qui ne se passent pas de manière normale dans les clous ? Je vais vous en donner. Ouais. Je vais vous en donner, absolument. Juste pour terminer sur cette volonté de poursuivre, alors que le dossier était, enfin, je dirais, tellement... c'est sale, voilà. C'est sale du point de vue de la procédure, vous voyez ? Et il y a des procédures avec lesquelles on peut ne pas être en accord sur le fond du droit, mais elles sont propres. Là, les procédures sont sales. Vous avez des dossiers qui arrivent, c'est ni fait ni à faire. Mais voilà, on a poursuivi des gens, on a mis leur vie entre parenthèses pendant des semaines. Je veux dire, on les a attraits en comparution immédiate ou on les a convoqués à une date ultérieure. On fait peser sur leur tête et puis on n'y va pas avec le dos de la cuillère parce que bon, Bar-le-Duc, ça peut faire rire, mais c'est quand même un endroit où on poursuit des gens pour détention d'armes par destination, pour une pelle à tarte, une pelle à tarte à gâteau. Ouais, que quelqu'un détenait, voilà. Ouais. Ou parce que votre ceinture qui tient votre pantalon figure une chaîne de moto, quoi. D'accord ? Donc moi, ça m'a vraiment rappelé ce qu'on appelle les leggi reali en Italie dans les années 70, c'est-à-dire tout était susceptible de devenir une arme par destination, quoi. Votre trousseau de clés avec... voilà, c'était bon, votre compte était bon. Donc on a des procédures comme ça où on frôle quand même le ridicule, l'accusation frôle le ridicule. On a des gens qui sont poursuivis pour des faits de violence à l'encontre des forces de l'ordre parce qu'ils ont jeté quoi ? Des mottes de terre, d'accord ? Alors qu'ils essayaient d'échapper dans cette terre meusienne qui peut être très lourde l'hiver, alors qu'ils essayaient d'échapper à des CRS ou à des gendarmes mobiles qui les poursuivaient. On a des gens qui sont poursuivis pour refus de dispersion après sommation alors qu'ils s'enfuyaient. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ces gens de Bure, comme le dit le procureur de la République de Bar-le-Duc avec tout le mépris qu'il peut mettre dans sa voix, ces gens de Bure sont poursuivis et leur vie est hypothéquée même momentanément, quoi. Je veux dire, mais c'est pas les seuls problèmes qu'on rencontre. Parce que j'ai envie de dire, au final, happy ending, relax, bien. On rencontre d'autres difficultés, quoi, pour faire valoir véritablement les droits de la défense sur ce territoire, qu'on peut appeler, pour le coup, je vais parodier Raoult, c'est bien la seule fois que je le ferai, c'est un territoire perdu de la République, quoi, quasiment pour moi. Enfin, je veux dire... les droits de la défense ne sont pas assurés. Mais pas du tout.
Et en mais quoi pas du tout. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'il soit défendu? D'abord, il n'y a pas assez d'avocats au barreau de Meuse. Ça, je pense que c'est extrêmement clair. Et c'est pour ça que nous, on se retrouve dans cette situation. Je veux dire, on ne vient pas du tout, et je le dis aux confrères et consoeurs qui pourraient nous écouter ce soir de ce barreau, on ne vient pas faire les cow-boys parigots ou de grands... C'est pas ça. On vient parce qu'on a besoin de nous. Je veux dire, et qu'il faut bien les trouver quelque part. Je veux dire, Étienne est extraordinaire, mais il ne peut pas se démultiplier, il ne peut pas tout faire tout seul, quoi. Donc déjà, on manque d'avocats. Le territoire est très vaste. Ouais. Il y a énormément de gendarmeries, de commissariats répartis sur tout le territoire. Étienne connaît ce territoire comme sa poche, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. C'est très difficile quand vous avez 15 personnes en garde à vue, placées chacune, une à l'est, 2 au sud, 3 au nord, etc. Vous pouvez faire 1000 km dans votre journée pour assurer vos gardes à vue, quoi. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc on a des problèmes aussi parce que, eh bien, pour des raisons, on va le dire, idéologiques, puisque certains ne s'en cachent même pas, par exemple, certains confrères, commis d'office, ne viennent pas quand on leur demande quand ils sont désignés en garde à vue. Ça, c'est problématique. OK ? Je pense que ce sera véritablement ce sera un sujet. Quand vous allez plaider au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, moi, ça m'a sidérée la première fois. On en a fait un incident, d'ailleurs, parce qu'on était tous choqués. Vous êtes obligés de traverser, je ne mens pas, l'équivalent d'un pack de rugby policier, quoi. De gendarmes qui sont présents dans le tribunal? De gendarmes mobiles ou de CRS, en fonction des disponibilités des uns ou des autres, qui sont à l'intérieur du tribunal, qui sont en haie de chaque côté, comme des colonnades, le long du couloir, qui vous emmènent à la salle d'audience. Je veux dire, c'est extrêmement impressionnant. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas très grande. Et passer au milieu de ces hommes qui font leur métier, donc ils n'ont pas l'air extrêmement sympathiques, ils sont armés, etc. Et ils incarnent l'autorité publique. Passer comme ça, en les touchant presque, pour devoir aller plaider en défense, encore une fois, c'est pas les brigades rouges, hein. Vous avez vraiment l'impression qu'on en est là, quoi. C'est inacceptable parce que c'est une véritable pression morale, quoi. C'est-à-dire que nous, on commence quand même à être un petit peu capés, au sens un petit peu âgé. Mais moi, je me mets à la place d'un jeune confrère ou d'une jeune consoeur. Quand on débute, on n'est pas toujours à l'aise avec l'institution judiciaire et policière qui doit, je veux dire, exercer dans ces conditions pour aller plaider en défense. Ça devient très difficile. Je veux dire, comment ne pas penser à la fois que vous êtes sous contrôle? Comment ne pas penser qu'il y a un parti pris, en fait, de l'institution judiciaire? On traite d'emblée vos clients comme des dangereux criminels, quoi. D'autant, j'ai un autre exemple qui m'avait frappé. Il se trouve qu'une audience que j'étais allée suivre en tant que journaliste à Bar-le-Duc, l'avocate qui représentait l'ANDRA, donc l'Agence nationale des déchets qui développe ce centre d'enfouissement de déchets nucléaires, et par ailleurs quelqu'un qui est important localement, puisque c'est la bâtonnière, donc c'est la responsable du Conseil de l'ordre des avocats de la Meuse. On pourrait même se demander s'il n'y a pas une forme de conflit d'intérêts dans cette situation. La question peut se poser un jour, en tout cas. Est-ce que, Étienne Ambroselli, donc vous qui connaissez ce territoire meusien pour y mener votre travail, à la fois de défense des militants, mais également ce que vous avez commencé à expliquer tout à l'heure, tous ces recours juridiques que vous avez déposés contre le projet de site d'enfouissement, vous êtes un avocat expérimenté, vous connaissez différents tribunaux. Est-ce que vous observez également des conditions particulières, inhabituelles, voire un peu dysfonctionnantes, hein, si on vous entend, Élodie Tuaillon-Hibon, à Bar-le-Duc et dans la Meuse? Je voulais préciser juste que Samuel Delalande a un excellent confrère qui fait ses recours aussi avec moi, et qu'en fait, justement, le propre de cette lutte de Bure, c'est que les avocats s'effacent face à l'excellence juridique, technique de toute une équipe. Oui. Donc en fait, on est vraiment... mais c'est extrêmement collectif. Donc moi, je ne voudrais absolument pas personnaliser, et c'était le risque, évidemment, de venir ici aujourd'hui. Mais bon, je vais quand même le dire. Tout cela, c'est un travail
collectif. Voilà, c'est un travail collectif et il n'y a pas besoin d'être polytechnicien et énarque, c'est probablement ce qui énerve d'ailleurs l'État, pour se plonger dans ces dossiers, s'y intéresser et avoir une pensée critique. Voilà. Et donc c'est essentiel de le dire, c'est un travail éminemment politique et éminemment collectif, avec à la fois donc ces équipes juridiques des associations, les habitants de Mende, les agriculteurs. Donc chacun y va de sa compétence, de son envie, de son désir, de la joie d'être ensemble à travailler sur quelque chose. Et ça, c'est absolument essentiel et c'est ce qui permet de tenir dans une lutte aussi difficile et aussi épuisante. Mais alors, ce que tu disais, voilà. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut absolument dire, c'est que la condition de l'avocat est cette rude, mais il faut imaginer la condition d'un habitant de Mende et de Bure. C'est une zone militarisée. Il faut quand même imaginer... Décrivez, en quoi c'est c'est-à-dire que ce sont des villages de 40, 80 habitants, donc vraiment des petits villages, souvent avec beaucoup de maisons qui sont un peu en ruine, à vendre. Enfin voilà, c'est vraiment des zones rurales, sans aucun commerce, assez loin des grandes villes. Et dans ces villages, vous avez des périodes où vous avez systématiquement devant vous, à quelques mètres de votre porte, un camion de gendarmerie. Vous êtes survolé par l'hélicoptère plusieurs fois par jour. Vous avez des drones qui passent. Vous avez des patrouilles qui circulent à toute vitesse dans des petites rues, comme si on était dans une espèce d'état de guerre un peu larvé et qu'il y avait une menace permanente. Alors qu'il n'y a pas un déchet radioactif, puisqu'il n'y a même pas le dépôt du dossier de demande d'enfouissement. Alors, côté gendarmes et forces de l'ordre, ce qu'ils vont vous répondre, c'est oui, mais il y a des délits qui sont commis, et c'est ce que disait le procureur de la République la semaine dernière, des délits qui sont commis, c'est pas nous qui commettons les délits, c'est en réponse aux délits. Est-ce que vous dites qu'il y a une disproportion entre ce qui est commis et... Je pense par exemple à l'expulsion du Bois-le-Jus. L'ordonnance d'expulsion, elle datait d'1 an en arrière, on n'en avait jamais eu connaissance. Ils arrivent avec quoi, 2000 gendarmes cette fois-ci ? Alors que la première fois, ils étaient venus avec 500 gendarmes et qu'il y a eu quoi, 15 personnes dans le bois ? 10 à 15 personnes dans le bois. 2000 personnes avec BFM qui étaient évidemment immédiatement informés avant même nous. On a des gens qui fantasment dans ce dossier, je pense. Il faut le dire, quoi. Quand on lit certains arrêtés de la préfète, je me permets de t'interrompre, Étienne, mais je pense qu'on est raccord là-dessus. Moi, j'ai quand même complètement halluciné quand j'ai lu que la préfète de Meuse donc, interdisait une manifestation au motif du considérant suivant, qu'il y aurait des éléments radicaux formés aux techniques de guérilla urbaine. Non mais alors là, je ne sais pas où est la caméra, je lui dis, Madame la préfète, il faut aller en Amérique centrale, il faut aller en Amérique du Sud pour voir ce que c'est qu'une guérilla, quoi. Parce que là, je pense que là, on est vraiment dans le fantasme, quoi. Et c'est ça qui génère ce qu'Étienne vient de décrire de surmilitarisation du territoire. Enfin, je veux dire, nous, c'est un très grand nous, hein, je veux dire, des juristes, des avocats, etc. On défend des dossiers en correctionnel là-bas. Sincèrement, on n'a défendu aucun guerriero, enfin à ma connaissance, quoi. Tu me regardes, mais moi je trouve que ce sont tous de très très belles personnes que j'aime énormément. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Je trouve qu'ils ne méritent qu'une chose, c'est d'être honorés pour le courage qu'ils ont. Absolument, voilà. Et admirés pour l'ingéniosité d'une pensée critique qui s'élabore dans un monde où tout est fait pour qu'on ne soit réduit à une sorte de consommateur. Voilà. Donc moi je suis... Alors je voulais juste aussi... Ouais, parce qu'on est presque à la toute fin de l'émission. La perquisition. À multiples reprises, de la maison de la résistance, 3 fois. Qui est le QG des opposants. Qui est quand même l'endroit où on accueille et on informe le public sur le... Pas un QG, oui, à la... Mais ça fait 12 ans, enfin, je sais plus, même peut-être plus, que cette maison est parfaitement connue pour être l'endroit où on peut s'informer sur ce projet. Ah, mais ça, c'est un vrai... Et c'est là qu'on peut, à 3 reprises, on prend quoi, la photocopieuse, tous les ordinateurs, et à chaque fois, il y a plusieurs reprises à des durées vraiment limitées. Enfin, je veux dire, cette perquisition à coups de bélier dans les portes, avec une violence inouïe, et pas seulement dans la maison de la résistance, mais je sais plus, il y avait 15 lieux là, chez vous, quoi. Mais c'est comme chez moi, je veux dire, le président du tribunal de grande instance qui vient faire fouiller dans mes placards. Je veux dire, on est pour élaborer une espèce de fiction Non, c'est déraisonnable. Là. C'est vrai qu'on est dans quelque chose qui veut heurter le corps, heurter des formes de vie, supprimer des formes de vie.
et interdire de penser de façon critique. Voilà, ça c'est terrible. C'est tragique. Hein. Moi je ris parce qu'effectivement c'est tellement une joie permanente de parler, d'élaborer des choses, de réfléchir ensemble. Mais de réfléchir, quoi. Voilà, et puis de voir, surtout de constater qu'en face, nous avons quoi finalement un État qui est vraiment brutal, bête, méchant, mais qui n'a rien d'autre à élaborer comme pensée face à cette stimulation qu'on lui tend, quoi. Et qui écrase et qui supprime toute forme de vie émergente, alors qu'on en a infiniment besoin en ce moment. C'est tragique, c'est tragique. Bon, écoutez, on va devoir se quitter là. Merci beaucoup. Vous avez parlé des formes de vie. C'est vrai qu'une des spécificités de la lutte de Bure, c'est que c'est pas du militantisme au sens on va faire une manifestation ou on rentre dans une association. C'est une vie de lutte, et vivre, c'est lutter, et lutter, c'est vivre. Il y a quelque chose qui ressemble à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes de ce point de vue-là. On reviendra bien sûr sur tous ces sujets sur Mediapart. Merci beaucoup vraiment à tous les trois d'être venus ce soir parce que c'était pas facile de venir parler dans ce contexte, mais on vous remercie beaucoup, et en particulier Étienne Ambroselli d'avoir fait cet effort.